Salut Alex, Salut Osama, tu vas bien? ça va super et toi? Ça va, ça va. Planning chargé, mais ça va. Ouais, écoute, je suis content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Pareil. L'idée c'est de prendre un petit moment, de partager pas mal de retours d'expérience. Ouais, Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut commencer déjà par te présenter? ouais, bien sûr. Ouais, je te Je vais laisse essayer te de faire, présenter. je vais faire le plus court possible, mais précis. Je m'appelle Alexandre, je suis dans le monde commercial depuis toujours, en tant que salarié à l'époque. Du coup, j'ai travaillé dans différentes industries, dans différentes manières aussi de vendre, téléphone, visio, porte-à-porte. Et puis, j'ai pu, lors d'une de mes expériences professionnelles, monter en fait, on va dire en grade dans une boîte qui était dans la formation et le coaching d'ailleurs, en Savoie. Grosse boîte, j'ai évolué au management puis ensuite à la direction. Donc, on a contribué à faire monter la boîte de 80 000 euros de CA à plus de 600 000 euros de CA par mois en moins d'un an. Donc, une belle croissance. Et puis, par la suite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était en 2021. J'ai commencé par le closing d'ailleurs. Comment monétiser ma compétence commerciale le plus intelligemment possible, et le closing est une belle porte d'entrée sur ça. Et puis par la suite, j'ai monté une première structure qui est également dans l'accompagnement pour les demandeurs d'emploi, une seconde dans l'accompagnement également commercial, une agence commerciale, un cabinet de conseil, et puis voilà, c'est un ensemble de boîtes qui totalise un petit peu plus de 350 000 euros de CA mensuel. Toujours niché dans ma zone de génie, qui est le développement commercial également, ouais. Recrutement, stratégie, formation de commerciaux, etc. Donc voilà, dans les grandes lignes. Magnifique, je te remercie. C'est très straight to the point, bien synthétisé et surtout ça nous permet de donner un petit avant-goût de ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, Euh, En fait, pour donner le contexte à celles et ceux qui nous écoutent, j'ai rencontré Alexandre il y a quelques semaines. ouais, Pour même expliquer l'avant, j'ai un de mes partenaires qui est un des consultants chez nous en interne. On accompagne les équipes de vente à côté bien évidemment à côté de la formation en vente. ouais. Et, et ce consultant-là me met en relation avec une personne qui vient d'un mastermind de son partenaire. Donc, et il me dit qu'il voulait monter une deuxième équipe pour faire un challenge. C'est dans la niche de l'immobilier. Mhm. Je me suis dit, bah, OK, tu sais quoi, ce consultant-là n'était pas disponible à ce moment-là. Je dis, bah, écoute, mets-moi en relation avec lui, allons-y, regardons ce qu'il souhaite et on voit ce qu'on peut faire. Mhm. Et pourtant, je suis pas trop le gars qui s'aventure dans ce genre de projet. Ouais, J'aime bien être assez focus entre les deux activités, accompagnement, formation, vente et consulting pour équipe de vente. Mais je me suis dit, de petites missions comme ça, de temps en temps, ça peut être sympa, déjà parce que ça nous ouvre un réseau, on rencontre des personnes, on expérimente de nouvelles choses, et puis sans ça, en fait, on serait même pas là ouais, carrément, carrément. euh, donc je me suis dit, OK, c'est un petit projet, si ça avait été plus gros, je l'aurais pas fait par manque de temps. Euh, Mhm. mais là, j'ai une personne qui me dit, écoute, Osama, j'ai besoin d'une équipe de 3 sales expérimentés, qui sont sur le terrain, qui ont de l'expérience en IMO, qui connaissent l'IMO. Je n'ai pas le temps pour faire des tests. Je vais avoir une quantité de leads qui va être limitée. Je veux que des personnes prêtes à performer tout de suite. Je suis OK, super. Comment tu fonctionnes? Voilà ma RM, plus bonus si notre équipe bat ton équipe en place. Il m'a dit, j'adore ça. Je veux de la compétition, justement. C'est pour ça que je cherche une deuxième équipe et pas juste renforcer la première. Ouais, Je dis, bah, écoute, c'est parfait. Mets-moi en relation avec ton head of sales, qui était ouais, toi pour le coup sur le projet. ouais, Et en échangeant avec toi, je suis venu avec cette même approche. Hein. Écoute, j'étais transparent avec toi. Hein. Je dis, voilà ce que ouais, j'ai dit. Voilà, voilà. ouais, Mon objectif, c'est de battre ton équipe. Mais c'est un objectif dans l'objectif qui est de réussir ce challenge-là. ouais, bien sûr. C'est de représenter quand même notre image, notre honneur, notre boîte. Et ça, il n'y a pas Ouais, de plus important pour nous que l'honneur. Et, euh, et en précisant que, écoute, mon objectif, c'est quand même de gagner. C'est de performer, c'est de réussir le challenge, mais on est quand même team player. Donc, ouais, moi, si je peux contribuer, si je peux aider à mon niveau, volontiers. N'hésite vraiment pas. Il n'y a pas de coup bas, on n'est pas dans une ambiance où voilà, on va manquer d'éthique, ouais. c'est chacun pour sa peau et on laisse l'ego prendre le dessus. Mhm. Donc, tu m'as dit, je suis dans la même optique, c'est parfait, on y va, on avance. Et au final, sur ce challenge, c'est plus toi qui m'as aidé que le contraire. Ouais, Donc, on était complètement dans cette dynamique-là. Mais voilà, c'est juste pour expliquer le contexte et ouais, comment on le arrive contexte, ouais, à. de comment on s'est rencontrés, ouais. Ouais, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'ai été contacté par ce client commun, effectivement, qu'on avait,
qui m'a dit pareil, voilà, tu vas être en compétition avec quelqu'un d'autre. Bah, j'ai eu la même réaction que toi, ok, pas de souci et tout. J'ai mes valeurs humaines aussi de mon côté, je suis team player. En plus, pour la petite parenthèse, c'était un challenge qui était vraiment ultra important pour ce client-là. Je sais pas, tu t'en rappelles, je pense. C'était vraiment un bel enjeu pour lui. Donc, je prenais aussi personnellement la mission à bras-le-corps parce que voilà, il y a une notion de vouloir montrer qu'on s'implique quand même pour la réussite du client. Mais j'avais une inquiétude. Et en fait, on a partagé quand on s'est rencontrés, on sait que sur des opérations comme ça, quand il y a différentes équipes ou quoi que ce soit, bah, on le sait très bien, il y a toujours certaines équipes de vente, les priorités vont être plus ouvertes que d'autres, des choses comme ça. Il y a un petit peu des petits coups bas. Hein. Le monde commercial, en plus, est malheureusement réputé pour avoir beaucoup de personnes comme ça dedans. Et perso, j'ai voulu rester ancré dans mes valeurs de team player. Et puis, quand je t'ai rencontré, bah, j'ai vu que toi, c'était la même chose. Et c'est ce qui fait que après ce challenge, on se revoit en plus pour cette vidéo aussi, parce que je pense que ça n'avait pas été le cas, même si on n'avait pas échangé comme on a échangé, on ne serait pas là aussi tous les deux. Et ouais, moi, ce que je me dis, c'est que tu vois, sur ce marché, après, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais il y a un vrai côté où il n'y a pas beaucoup d'acteurs en réalité dans le monde du développement commercial, notamment pour les business en ligne. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y a quand même un certain sujet parfois quand on est mis face à des équipes de vente ou quoi. Il y en a certains qui tirent un peu la couette de leur côté. Ils pensent plus à leur intérêt qu'à celui de leur client. Alors que leur client, lui, s'en fout. S'il met 10 agences en confrontation, ce qui compte, c'est qu'il fasse X milliers d'euros, X millions à la fin de son opération, mais pas que voilà, il y en a un qui est plus gagné que l'autre. Enfin, ça, c'est eux entre eux qui se battent sur les cacahuètes, entre guillemets. Et ouais, moi, mon inquiétude, elle était là, en fait, de base. Et inquiétude qui s'est volatilisée de toute façon dès qu'on on s'est rencontrés pour la première fois. Et je dois dire que ça m'a pas mal, j'ai pas mal apprécié parce que c'est rare, parce que le monde du commerce est un monde de sharks et le monde du business en ligne l'est encore plus. Ça, c'est important de le dire aussi. Pourquoi? Pourquoi ça l'est encore plus selon toi? Oh putain. Parce que, alors je vais peut-être être clivant quand je vais dire ça, mais beaucoup d'entrepreneurs, enfin certains entrepreneurs, je ne vais pas dire beaucoup, certains entrepreneurs dans le business en ligne qui ont quand même eu une certaine réussite, je trouve que c'est des anomalies de marché pour certains. Vraiment, ce sont des personnes où je ne vois pas des chefs d'entreprise quand je les regarde. Perso, j'ai bossé dans des boîtes corpo, avec des directeurs des ventes, des présidents, etc. Enfin, quelque chose de solide, etc. Et oui, tu voyais le patron, le mec, il bossait à fond. Tu vois, il y avait il y avait une certaine aussi admiration pour lui, parce que voilà, c'était le bosseur, il était toujours en front, en tout cas dans les boîtes dans lesquelles j'ai pu travailler. Quand je vois certains infopreneurs qui ont fait un peu de chiffres par accident, et que parfois c'est parce que juste ils ont été bien entourés dans leurs équipes de prestataires, en fait, c'est des gens qui ont gagné beaucoup très vite pour certains, parce qu'ils ont été mis en relation avec les bonnes personnes. Alors oui, ils ont investi sur les prestataires, quoi que ce soit, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un certain, ouais, je trouve qu'en termes de skills particuliers, il n'y a rien d'inspirant chez eux. Et il n'y a rien à apprendre. Et puis, au-delà de ça, il y en a certains d'un point de vue purement valeur humaine. Il ne faut pas oublier que le business, ça reste quand même un monde de relations. C'est un monde où on va te juger pas que par tes compétences. En tout cas, moi, dans ma vision du business, il n'y a pas que les compétences qui font qu'on juge quelqu'un, mais il y a aussi est-ce que demain, je pourrais aller au café, passer 3 heures avec toi et me régaler, passer un super moment et discuter de tout et de rien? Ou est-ce que les seuls sujets de conversation que je vais avoir avec toi, ça va être le taux de conversion du dernier webinaire? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu en as beaucoup qui sont, ouais, franchement, dans la vie de tous les jours, c'est zéro, quoi. C'est zéro pointé. Et en fait, quand tu n'as pas de valeur humaine comme ça et qu'en plus, tu n'es pas forcément bon, tu en as certains, bah ouais, ils ont des comportements, je trouve, même à l'égard de leurs prestataires, parfois, je trouve ça un petit peu, un petit peu bâtard, quoi, on va dire ça comme ça, tu vois. Un petit peu bâtard, pas forcément justifié. Donc, c'est pour ça que moi, ma vision de l'infoprenariat, si tu veux, c'est déjà de bien choisir ses clients. Je pense que tu es pareil aussi. C'est de pas partir à l'aventure avec n'importe qui non plus, parce que
faut pas regarder que le financier. Parce que oui, l'infoprenariat, c'est un monde où il peut y avoir beaucoup d'argent qui se fait très vite. Mais déjà, à quel prix? Est-ce que dans la collaboration, c'est sain? Et ça, voilà, faut bien préfiltrer. Et statistiquement parlant, j'ai plus eu des cas de figure dans le monde de l'infoprenariat où j'étais face à des personnes, où humainement parlant, c'était zéro, que des mondes plus orientés business physique, où là, par contre, voilà, il y avait une vraie relation business saine qui était installée dès le départ, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est quelque chose que aussi tu as vécu, peut-être. Ouais. Ouais, bien sûr. Là, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Je te remercie pour ce partage. Juste pour pas perdre le film, il y a des points que j'aimerais récupérer par la suite. On parle de valeurs humaines, on parle de team player, on parle de volonté de travailler dans un objectif, un objectif commun, volonté de réussir un challenge. Mais ça, c'est des paroles. Et aujourd'hui, tout le monde se pense éthique avec des valeurs humaines. Bien sûr. Moi, quand j'arrive avec cette posture-là, je m'attends à ce que peut-être on va pas me croire et on va se méfier de moi. Et je l'accepte, c'est normal, c'est le jeu. Et pareillement, quand je l'entends, je ne crois pas ça tout de suite. Je vais laisser plutôt le terme parler. Et c'est ça qui a été cool, c'est que pour ceux qui nous écoutent, on a animé du coup ce challenge ensemble avec 2 équipes. Et au final, ça s'est super bien passé. Il y a eu de l'entraide, il y a eu de la collaboration, il y a eu une répartition des leads qui a été équitable. En fait, il y a une loi que j'aime beaucoup. C'est law of expectations. Le moins j'attends et le moins je suis déçu. Donc, depuis quand je suis arrivé sur ce partenariat-là, je n'attendais rien. Je me suis dit, c'est bonus. C'est de l'argent de poche. Ça, c'est du bonus. Mais j'y vais avec la bonne intention. Avec cette intention de performer sans rien attendre. Et donc, à partir de là, je peux être que détaché. Et ça, c'est une posture que j'enseigne aux closers au quotidien, aux closers, des entrepreneurs de manière générale. C'est de toujours lutter contre ta petite voix qui commence à s'exciter quand elle voit une opportunité à gauche ou à droite, ou bien quand tu es en plein call avec un prospect, que tu vois que ça sent la vente, mais il n'y a pas encore de vente, donc calme-toi. C'est ça. Et de lutter contre cette voix interne, ce combat intérieur de ne crois pas que c'est gagné et détache-toi. Gagner ou pas gagner, détache-toi pour offrir la meilleure expérience. Et donc, ça, je l'ai ressenti des 2 côtés durant cette collaboration. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est venue l'idée de se faire cette petite vidéo, En fait, c'est parti de la conversation WhatsApp qu'on avait eue ensemble. Un échange audio comme ça. J'étais dans ma cuisine, des allers-retours et je répondais à tes audios. C'était pareil. En fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, la phrase un peu les grands esprits se rencontrent, tu vois. C'est un peu ça, je trouvais, à différents niveaux. Il n'y avait pas que sur la partie, valeur humaine, parce que bon, ça, même si ça reste très important, il y a même, de ce que j'ai compris, on a même des références communes, enfin on va dire si on peut appeler ça des mentors, en fait, on va dire communs, même si pour certains on les connaît pas dans la vraie vie. Je veux dire par là des sources d'apprentissage communes, des visions de la vente qui sont très communes également. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'on l'a pas spécifié, mais moi je connaissais ton contenu d'avant, je voyais aussi tes publicités passer, et je suis déjà allé du coup quelques fois sur ton Instagram regarder les réels, comment tu enseignes la vente. J'ai même fait ton petit test de closer en ligne. Je suis pas allé jusqu'au bout, je crois, mais j'avais renseigné mon lead. Peut-être que je suis dans ta base de lead. Et je vois bien aussi le positionnement que tu as. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que je fais une petite digression par rapport à ça. Un jour, je me suis fait... je me faisais chier, clairement, mais je me disais, putain, c'est quoi les différents paliers, tu vois, de montée en compétence d'un sales, tu vois. Et quand je suis tombé sur ton contenu et la manière dont tu abordes la vente, je me suis dit, lui, il fait partie de ceux qui fait passer les personnes qui sont déjà, on va dire, compétentes, tu vois, qui ont peut-être déjà fait leurs preuves. Enfin, moi, je te vois comme ça, d'un point de vue purement objectif, etc., au rang vraiment, t'es le boss final. Pourquoi? Parce que tu es l'un des seuls qui va aborder avec profondeur les notions de développement personnel, les notions de posture, les notions de maîtrise de la questiologie, de gestion de la voix. Tu l'incarnes bien parce que même dans ta manière de parler, tu es quelqu'un qui est très posé, qui a un timbre de voix qui est très posé. Et c'est marrant parce que faisant également de la formation commerciale dans des équipes de vente ou mes propres équipes de vente, c'est un sujet sur lequel c'est le plus dur, je trouve, de faire passer un sales de ce niveau-là au niveau dans lequel toi tu veux les emmener typiquement sur son positionnement. Et ouais, voilà, que dans notre discussion, quand on voyait qu'on parlait de tout ça, etc., je me disais putain, ouais, c'est intéressant, il y a des trucs à raconter. Il y a des trucs à raconter aussi sur le marché sur lequel on opère, parce qu'on est sur des marchés très communs, en fait, au final.
Quand on creuse un peu nos backgrounds respectifs, on a des backgrounds respectifs issus du monde commercial avant le monde du closing. Ouais, Et ça, c'est vrai. pareil, ça, pareil, je pense qu'il faut en parler pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que le closing, c'est devenu un petit peu la cour des miracles en réalité. Enfin, déjà, l'infoprenariat de manière générale, c'est un peu la cour des miracles. Le closing, il est devenu un peu parce que, après, c'est purement personnel et pareil, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, les personnes qui m'ont vraiment transformé dans la vente, ça a été moi, quand j'étais salarié, en tout cas. J'ai eu la chance, notamment sur 2 expériences professionnelles, d'avoir des directeurs des ventes, mais ils te mettent à l'amende, mais plein de mecs que tu vois visibles sur les réseaux sociaux, mais ils se retrouvent en 1v1 sur des appels de vente équivalents, ils te les tordent. Ils te les tordent parce que c'est des gars, ouais, ils ont la vente dans le sang, ils ont une trentaine d'années d'expérience et tout. Et moi, j'ai adoré apprendre auprès de ces gars-là. Et c'est vrai que je me dis, putain, ouais, il y a un peu à boire et à manger. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui vont t'apprendre ce qu'est le métier de la vente, alors que factuellement, ils n'ont jamais tapé une porte de leur vie, ils n'ont jamais fait un cold call de leur vie, ils n'ont jamais, été dans des boulots où même en tant que salarié, tu n'avais pas de fixe. Parce que ça existe. Personnellement, je l'ai vécu. Moi, quand je faisais du porte, on gagnait 20 € net par contrat. Donc, pas de fixe. Hein. Je peux te dire que tu avais intérêt à taper des portes pour vivre à la fin du mois. Plus, je sortais d'études à cette époque-là, donc l'argent, il fallait en faire, quoi, tu vois. Donc, il fallait payer le loyer, la bouffe, quoi. Donc ouais, tu vois, moi, je trouve qu'il y a un certain paradoxe sur le marché, c'est que, je sais pas si tu te souviens, quand on a vu la conversation, c'est plus tu es visible sur le marché de l'infoprenariat. En fait, ils s'en foutent de tes compétences. Tant que tu es le plus visible, c'est toi qui gagne. C'est quand même fou, quand même. Ouais, ouais. Moi, c'est un truc, ça, tu vois, ça m'agace un peu, tu vois, en vrai. J'ai envie de dire c'est normal, mais c'est une mentalité aussi qui vient de plusieurs endroits. Il y a l'influence nord-américaine. Ouais, C'est très américain de dire sois un meilleur marketeur avant d'être un meilleur formateur. ouais, c'est clair. Donc ça, c'est un modèle. Ouais. Des Yumi Denzel reprennent ça aujourd'hui en te disant on s'en fout de tes. Techniquement, c'est ça que ça veut dire. Hein, on s'en fout de la qualité de ta formation. Tu dois être un bon marketeur et en vendre un maximum. C'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Donc ton objectif, en fait, est juste de faire de l'argent. C'est ça. C'est pas de faire de l'argent en aidant des personnes. Et donc, il y a cette mentalité-là américaine qui se développe où on veut vite sortir des produits. Dès qu'il y a de nouvelles tendances, une nouvelle mise à jour, une nouvelle IA ou quoi, il faut vite être le premier, sans avoir peur de savoir ce que tu vas délivrer à des personnes qui vont parfois s'endetter. Et il y a aussi ce que je trouve qui fait vraiment, vraiment, vraiment ravage sur le marché, c'est les dérives du dev perso. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense être capable de tout faire. Oui. Juste parce que, oh non, mais je dois juste être courageux, c'est pas que je suis mauvais, c'est que je dois juste être courageux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les plus courageux qui gagnent. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de ça aujourd'hui. Et donc, le syndrome de l'imposteur, on l'efface assez vite. Hein. Non, en fait, c'est juste un problème de confiance. Je dois juste me regarder dans la glace et me dire que je suis meilleur, que je suis plus beau et plus fort. Et puis, si lui a réussi, pourquoi moi, je ne vais pas réussir? Qu'est-ce qu'il est au-dessus de moi? En fait, le développement personnel a des dérives qui t'amènent à une quête de l'ego. Oui. Et après, là, tu n'arrives plus à te remettre en question et à réaliser que ce que tu es en train de faire, c'est catastrophique. C'est une anomalie du marché. Ouais, c'est ça. Un exemple, quand on échangeait à travers les messages, en fait, on s'envoyait des audios WhatsApp, on parlait du challenge et on a dévié sur beaucoup de sujets. On a parlé de mentor, de formation, on a parlé de tout, du marché. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Alex, le challenge termine, il faut qu'on se fasse un point, il faut qu'on partage tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Et parmi ces audios-là qu'on se partageait, je te donnais plein d'exemples justement de situations comme ça, où ce n'était pas forcément les meilleurs, c'était les plus rapides et les plus visibles qui s'appropriaient une plus grosse part du marché et qui faisaient un maximum de dégâts en tout cas. Et je te donne un exemple très récent que j'ai expérimenté après nos échanges. Ah ouais. J'ai échangé avec un partenaire. On a mangé ensemble à midi. Et lui, il est dans le biohacking, perte de poids pour hommes et pour femmes. Au Québec. On est à Montréal. Et il me dit qu'il y a un sales manager qui l'a sollicité pour prendre en charge son équipe. Et son sales manager a répondu à la question de l'infopreneur qui était est-ce que tu connais notre vision, notre mission? Et ce manager a dit j'ai pas besoin de la connaître. J'ai pas besoin de la connaître. Moi, je suis là juste pour former tes sales. Et il me dit mais moi, une personne qui me dit ça, c'est Next. Et je lui dis mais en fait, oui et non.
Si tu as besoin d'une personne qui va t'aider à monter un peu plus en compétences, qui va booster ton équipe, qui est capable de la booster, qui a un peu d'expérience, il va les aider à faire plus de ventes. Ouais, Mais si tu veux quelqu'un qui va exploser ta sales team, ouais, tu as besoin non seulement d'une personne qui connaît ton marché, qui connaît ta ouais, mission, qui connaît ton industrie ouais. parfaitement, Bah, c'est ça, et qui sait aujourd'hui qu'est-ce qui empêche tes prospects de dormir la nuit. c'est Et ça. lui, dans cette niche-là, je lui dis, aujourd'hui, ce que tu connais, toi, tes concurrents, tes menaces premières, parce que tes menaces premières ne sont pas tes concurrents à étiquette. Ouais, Tes menaces premières sont les pharmacies. Il me dit, ah ouais. Je dis, bah ouais, regarde. Les Canadiens ont des cartes de crédit. Avec leurs cartes de crédit, ils ont des rabais, ils ont des avantages. Donc, ils peuvent aller acheter du magnésium bas de gamme en pharmacie. ouais, Un magnésium qui va les tuer leur santé, plutôt que d'aller chercher du vrai produit haut de gamme. Mais qu'est-ce qu'il va se dire, le Québécois moyen? Il va se dire, eh, avant, c'était chips et bière. Au ouais, moins, prends du magnésium, même si c'est pas le top, c'est déjà un bon début. ouais, ouais, ouais. Tu vois. Et en fait, si tu ne sais pas ça dans ton appel de closing, C'est mort. tu te rends la partie difficile. Ouais, Tu c'est vas ça. closer des deals. Mais sur 10, tu vas en closer combien? 2, 3 comme la masse? Ouais, c'est ça. Si Tu sais tu que tu sais ça, soulèves tu vas un en truc. chercher 7, 8. Mais il y a un truc que tu viens de dire par rapport à l'expertise marché et en plus, tu as utilisé le terme sales manager. Euh, Moi, il y a un truc aussi que j'aimerais faire remonter. Je trouve ça ultra important, même pour s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aussi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, ils ont leur entreprise, ils montent leur boîte, etc. Puis ils se disent, il me faut un head of sales, il me faut un sales manager et tout. Et en fait, ils te disent des termes un peu parce qu'ils ont vu des posts LinkedIn qui en parlent ou quoi que ce soit, mais c'est des gars qui savent pas comment est organisé, quel est un vrai organigramme d'une structure commerciale. Tu vois, enfin, moi, en tout cas, dans les boîtes où j'ai bossé, tu avais un directeur commercial, tu avais un manager commercial, tu avais des animateurs des ventes, tu avais des commerciaux épaulés par des téléprospecteurs. Tu vois, ça dépendait un peu d'industrie, etc. Un pôle, c'est ça, en fait. Un pôle, c'est ça. Et le directeur, bah, il s'occupe de la stratégie de développement, il benchmark, il a le rétro-planning de la stratégie sur l'année. Le sales manager, lui, bah, s'occupe de manager, de former en continu ses équipes, de recruter de nouvelles personnes, de les onboarder qualitativement. L'animateur des ventes, lui, fait de la prod, mais en même temps, il est toujours en petit soutien un petit peu pour sa petite team avec laquelle il avance. En tout cas, moi, les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, c'était ça. C'était un peu les boîtes un peu des vieux de la vieille, tu vois. Et moi, ça m'a tué quand je suis arrivé dans le monde du business en ligne. Enfin, ça m'a tué, genre, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait sourire parce que je vois des gars qui ne comprennent rien à ce monde-là, qui viennent te voir et te disent, je veux un sales manager, je veux que tu manages mes closers. Alors déjà, moi, il y a un sujet, c'est que on parle de manager, ça c'est un vrai non-sens en vrai. On parle de manager des indépendants. Déjà, par définition, l'indépendant est indépendant. Limite, en vrai, nos métiers ne devraient même pas exister, tu vois. Parce qu'un indépendant, tu n'as pas besoin de te faire driver sur le principe, tu vois. Moi, quand Ouais. j'étais closer, euh, cool, j'avais un point de référence au-dessus, mais je n'avais pas besoin que tu me cours derrière pour faire mes end of day. Je n'avais pas besoin que tu m'envoies des messages pour que je réécoute mes calls. Je n'avais pas besoin que tu m'envoies des messages pour que je fasse mes relances. C'est mon gagne-pain. C'est mon gagne-pain, mec. Bien sûr que je vais aller faire tout ça. Et bien sûr que parce que je suis indépendant, je sais que je peux sauter à tout moment, pas comme un salarié. Je vais tout faire pour être proactif et te montrer que, tu vois. Et en fait, du coup, quand je vois des entrepreneurs du business en ligne qui viennent te voir et te disent j'ai besoin d'un sales manager, mais qu'en fait, ils ne savent pas réellement ce qu'est le rôle de quelqu'un qui va développer un pôle commercial et qu'en face, tu as des gens qui vont se prétendre sales manager juste parce qu'ils vont faire 2 réunions dans la semaine, un peu de coaching, un peu d'écoute, alors qu'en fait, non. Ce que tu as besoin, c'est pas juste d'un sales manager. Ce que tu veux, c'est une direction commerciale et un management commercial parce que toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est déléguer ton pôle vente, qu'il grossisse et qu'il te fasse gagner plus d'argent. Mais c'est une succession de missions, en fait. Il y a de la stratégie et dans la stratégie, bah, il y a ce que tu disais, connaître ton marché, connaître tes concus, t'assurer que les closers qui viennent dans ta team, ils savent, c'est pas juste réciter un script et faire du visio. Tu vois, Ouais. demain, euh, je sais pas, moi, tu vois un accompagnement dans l'immobilier, bah, tu as intérêt à savoir qui sont tous tes concurrents, quel est leur prix et quel est toi ton edge par rapport à ces gars-là. Au cas où tu tombes sur l'objection, j'hésite entre toi et lui, tu vois. Et tu vois, bah, tu es l'un des seuls d'ailleurs qui me parle de parler d'environnement de marché sur des trucs comme ça. Parce que les autres vont te parler, oui, ils vont être à fond dans l'accompagnement, la montée en compétences, etc., etc. Sauf que le développement d'un pôle commercial, surtout dans des boîtes où en fait
on est assez tributaire quand même du marketing en amont, des ads, etc. En fait, ce dont ont besoin les entrepreneurs, ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a une vision développement, pas juste commercial, mais développement, et qui a plusieurs casquettes sur la tête. Tu peux aussi bien être le coach que le recruteur, que le manager qui va poser le cadre, que le stratège, que le gars qui va avoir une vision un peu holistique du business, c'est-à-dire savoir mettre en symbiose le marketing, les promesses, le tunnel, avec les closers, leur discours, etc. Et si un entrepreneur cherche un sales manager, entre guillemets, manage mes closers, il n'a pas compris ce dont il avait réellement besoin, il n'a pas compris surtout ce qu'il lui fallait. Et du coup, le terme un peu head of sales, sales manager, je trouve qu'il a été un peu dénaturé. N'oublie pas, en fait, les players dans le monde du développement commercial, ce sont ceux qui connaissent cette maîtrise de, voilà, on parlait de strat, de connaître son marché, process, formation continue, management, recrutement, onboarding et tout. Et ouais, je trouve que c'est important d'en parler, tu vois. C'est important d'en parler parce que ça va asseoir ton expertise quand tu bosses avec un entrepreneur. Et ça te démarque de la concurrence parce que si être sales manager, c'est faire une réunion le matin de 9h à 9h15, remplir un formulaire de KPI en fin de semaine, faire une écoute de temps en temps et un coaching collectif de temps en temps. Demain, on la sort la formation en ligne à 2000 balles pour t'apprendre à être sales manager et à gagner 10K par mois. C'est facile. Facile. Ouais. En fait, après, il y a vraiment la perception de chacun par rapport au terme. Aujourd'hui, pour toi, sales manager, c'est peut-être pas ce que monsieur X ou madame Y entendrait. Ouais. Il y en a qui confondent même head of sales et sales manager. C'est ça. Team leader et manager. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, tu peux avoir des infopreneurs qui vont avoir des attentes de team leader et qui vont te vendre un poste de head of sales. Ouais. Et toi, tu vas te dire, je suis un head of sales. Voici mes tâches, voilà ce que je dois faire. Après, j'ai envie de te dire, ça peut se comprendre parce que tu l'as dit, il y a un business model qui a émergé ces dernières années, ça s'est fait très vite. Ouais. Et en fait, il y a des personnes qui sont arrivées à un poste où ils doivent gérer un business et n'ont jamais appris à le faire. Moi, le premier. Moi, le premier. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour avoir une posture de CEO dans ma boîte? Ça m'a pris plus d'1 an. Ouais, mais entre guillemets, c'est que 1 an, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça m'a pris plus d'1 an pour comprendre que en fait, je n'étais pas le CEO que je devais être dans ma boîte et que je me considérais encore comme un freelancer coach. Ouais, je comprends. Et donc, il y a une identité à aller chercher, elle n'est pas évidente. Hein. C'est un vrai travail. Elle est pas évidente. Et puis, je pense qu'il y a des gens où il y a des entrepreneurs où fatalement ils n'auront jamais cette identité parce que c'est pas dans leur nature de l'idée. Ils sont devenus entrepreneurs pour les mauvaises raisons. Comme tu disais tout à l'heure, pour faire de l'argent. Mais je pense qu'il y a une vraie corrélation entre tes résultats en tant qu'entrepreneur et justement qui tu es en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es le chef d'entreprise ou est-ce que tu t'es juste créé un nouveau boulot, tu vois? Excuse-moi, je mets juste en charge mon ordi. Et la notion d'identité, ouais, elle est clé. Et ce que je trouve pas mal d'ailleurs dans le monde de la vente, c'est que s'il y a bien un métier, une activité où la notion d'identité de posture, tu as intérêt à la maîtriser du début jusqu'à la fin, c'est en vente. C'est quand tu es closer. Parce que ça, on n'en parle pas assez en vrai aussi. Tu vois, t'imagines le nombre de closers qui sont formés à lire un script. Mais en fait, ils arrivent avec une énergie presque oppressante auprès de leurs prospects, presque envahissante. Ils arrivent, ils puent la vente à 10 km. Et puis en fait, quand ça sort un peu du script, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et si on rajoutait à ça un script qui est le même pour tout le monde, peu importe l'industrie? Ah putain, laisse tomber, c'est la catastrophe. Ou alors on va les scinder en deux, hein, B2C, B2B. Ouais. T'imagines la catastrophe là? Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que des activités comme nous on fait, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, voilà, il y a eu l'opportunité avec le client en commun là qu'on a eu, etc. Moi, je pense que dans la mesure où quand tu as des bons consultants internes, nous, notre activité d'aider des équipes de vente et tout, ça peut se scaler, tu vois. Mais des mecs qui sont head of sales eux-mêmes en freelance, tu vois, qui se disent, moi, j'ai tout processé, j'ai tout templatisé, etc. Je ne crois pas au fait que ces gars-là peuvent gérer 15 pôles vente en même temps. J'y crois pas. Qualitativement, bien sûr, je précise. Tu t'imagines 15 fois la charge mentale d'un pôle vente sur une personne
Et toi, tu te rassures en te disant, j'ai tout mis en process, etc. Il y a des trucs, tu peux les processer, pas de problème. Tu peux avoir la même template de rapport de KPI, peu importe. Bien sûr. Mais la trame, le script, c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail sur mesure et surtout, c'est un travail évolutif. C'est vrai. Tu sais, je vais te partager une chose. J'ai dans mon équipe de consultants Ouais, un Américain qui était head of coaching d'une structure qui faisait 7 millions par mois de chiffre d'affaires. C'est un monstre. ouais, Et ce monstre-là, tu ouais. sais combien de temps ça lui prend pour dessiner un script selon une industrie avec un avatar très précis? Vas-y. Ça va prendre 2 à 4 heures. Putain, ouais, tu vois, c'est pas un Google Doc, hein, que C'est tu pas un ouvres. Google Doc, c'est Ouais. pas un doc avatar que tu vas aller prompter sur ChatGPT. C'est bien Ah, ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais C'est je veux savoir ce que tu as, je veux savoir c'est quoi tes douleurs, c'est quoi tes ouais, conclusions. En fait, plus tu développes ton ingénierie, plus tu développes ta préparation et plus tu vas développer ta confiance. Et ta confiance fait partie des armes invisibles quand tu démarres sur un appel. c'est clair, c'est Tu penses clair. à ton script, tu penses au traitement d'objection, mais tu penses pas avec quelle énergie tu vas arriver sur l'appel. C'est ça, c'est ça. Puis il y a le terme que tu as utilisé, l'ingénierie commerciale. Ça aussi, tu vois, c'est un truc, c'est ultra sous-coté. C'est qu'aujourd'hui, un top closer ou quelqu'un qui va driver des équipes de vente ou quoi que ce soit, s'il n'a pas cette mécanique, cette ingénierie commerciale en lui, ou du moins qu'il la développe pas, putain, mais c'est pas possible qu'il performe. Tu vois, c'est pas possible. Parce qu'il comprend pas les leviers, il comprend pas les mécanismes derrière qui vont faire actionner un prospect en visio au téléphone. Nous, on a l'impression que c'est normal, tu vois, de faire des visios, convertir, etc., etc. Il faut pas oublier que c'est quand même un style de vente qui n'est pas non plus si vieux que ça, quoi, tu vois. Moi, je vois, nous, on a quand même bossé avec beaucoup de commerciaux salariés un peu issus du terrain. Je te raconte une anecdote. On a un client, nous, qui est dans la rénovation d'ampleur, tu vois, il met des pompes à chaleur, des photovoltaïques, etc. Mais la particularité de ce client-là, c'est qu'il fait tout en distanciel. C'est-à-dire qu'il va te vendre du photovoltaïque là en visio, comme là, toi et moi. C'est le seul en France qui fait ça. Le seul. Et il est franchisé chez un gros acteur francophone. Et le sales indépendant qui est chez lui, c'est un gars qui était salarié pendant 20 ans dans une boîte similaire. Et le mec, quand on lui a dit tu vas vendre en visio du photovoltaïque et de la pompe à chaleur, il a dit jamais de la vie ça marche. Impossible. Bah, on va travailler ton ingénierie commerciale, une structure de vente, on va la dessiner, tac, tac. Donc, ce que tu disais. Et ouais, ça se fait pas en 10 minutes. Hein. C'est à peu près, voilà, c'est comme tu dis. Puis moi, je vais même aller plus loin que ça. Moi, il y a des scripts de vente avant de valider, enfin, le script des structures, voilà, peu importe comment tu l'appelles, je les ai validés 3 mois après. Ça m'a mis 3 mois à ce que je me dise, là, tu sais, c'est un peu comme une combinaison d'un coffre. Tu vois ce que je veux dire? Et tu bouges Ouais. un peu un chiffre. Et là c'est bon, j'ai la combinaison qui craque le coffre. 3 mois sur la première boîte que j'ai montée. Et il y en a, et on peut creuser le sujet, on sera encore là demain. Mais bien sûr. Mais Moi, bien sûr. j'ai un client qui m'a écrit hier qui m'a dit: est-ce que je peux t'envoyer le recording d'une session de recrutement qu'on a fait et tu peux Ouais. me dire qui toi tu recruterais dans le lot? Hein, on a déjà notre idée, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Ok. Ok, d'accord, je regarde ça le plus tôt possible. J'ai pas pu regarder le soir même. Il me dit: mais non, mais s'il te plaît, on vite, vite, comme ça, qu'on puisse prendre une décision rapidement. En fait, non, parce que j'ai besoin de regarder pas qui va se démarquer dans son énergie, dans son Ouais. style, dans sa confiance. J'ai besoin de regarder parmi les profils de personnalité qui peut réussir chez toi. Ouais, Et, c'est ça. et pour trouver ce profil-là, j'ai besoin de l'identifier en amont. Qui sont les profils qui performent chez toi? Ouais. Le profil de sales rep qui va réussir à closer ton offre facilement par rapport à ton avatar, par rapport à son vécu, par rapport à son parcours, à sa posture, à son expérience. Ouais. Et ça fait que très souvent, les personnes que je recruterai en entretien, ce ne sont pas celles que la majorité irait chercher. Ouais. Et moi, je te dis, là, je te donne un exemple dans le recrutement, on parlait de script, structure, trame, framework, on utilise tout en fait. Pour certains, on va au détail, Ouais. mot pour mot, parce qu'on va les aider. Pour d'autres, on reste sur des grandes lignes parce qu'elles ont besoin de liberté. Mais c'est ça. Mais justement, un entrepreneur qui fait appel à des services comme les nôtres, tu vois, c'est en fait là où il met son argent quand il investit en nous, c'est sur cette expertise-là que en fait, ça va au-delà de ta template, ça va au-delà de ton framework. C'est quel est le degré de détail et de sur-mesure que tu vas pouvoir mettre pour ton client pour qu'en fait, il ait une stratégie, une ingénierie commerciale, des profils commerciaux, qu'en fait, toute la chaîne soit sur mesure à sa boîte. Et que tu peux prendre le top performer de chez lui, tu le mets chez un autre, ça, il ne marchera pas pareil. Tu vois, Ouais, tu ouais, vois, bien sûr. et,
Moi, sur ma boîte, tu vois, sur la boîte d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi, ça fait depuis mars 2022 exactement que cette boîte, l'offre, elle est commercialisée. Et la petite particularité, c'est qu'on ne fait pas d'acquisition en publicité. C'est que de la prospection à froid, à l'ancienne, fichier Excel et compagnie. Et la petite anecdote, c'est que moi, quand j'ai commencé cette boîte, il faut savoir que dans l'équipe où j'étais, quand j'étais DIRCO salarié avant, c'était 70% de mecs, 30% de femmes. On va dire ça comme ça. Et du coup, moi, j'étais dans un groupe, donc je gérais une équipe, ils étaient 12. Et puis, tu vois, je voyais que c'était les mecs qui performaient le plus. Et les femmes performaient très bien, mais il y avait toujours un petit peu en dessous des mecs et tout. Le raccourci que tu peux prendre, c'est les mecs sont meilleurs que les femmes, tu vois, par exemple. Sur ma boîte, justement, pour les demandeurs d'emploi, alors au total, il y a plus d'une trentaine de personnes. Je suis le seul mec de ma boîte. C'est que des femmes. Et j'ai essayé, tu vois. J'ai fait des recrutements au pareil. Tu vois, on va mettre un gars et tout pour voir. Peut-être ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est un marché qui répond beaucoup plus facilement avec des femmes au téléphone. Les femmes ont une douceur, une manière d'amener les choses que les mecs sur cette industrie-là n'ont pas. Ça passe mieux, le rôle dans lequel elles sont passe mieux, etc. etc. Puis après, on peut en parler, mais à titre personnel, je trouve que les femmes, il y a une certaine rigueur aussi. Ça, on n'en parle pas assez parce que souvent, closer, on pense aux mecs, tu sais, souvent. Enfin, on pense aux mecs, le sales. Alors, il y a eu un peu cette mode quand on parlait pour la première fois des closers high ticket. Je me rappelle, il y avait les premières vidéos d'Unlock et tout, etc., qui sortaient. Les mecs, ils étaient en costard, cravate, en visio, tu vois, genre, tu te rappelles? Il y a encore des petits groupes comme ça là, qui ouais. closent des masterminds à 15K, 20K parce qu'il y a un gros marketing, ils font des prises de commandes, mais ils pensent que c'est des tueurs de la vente et ils sont en costume cravate. Et en meeting, ils vont se dire qui a la plus belle coupe. Ah, t'as mis du gel toi? Ah, toi tu mets quoi? Ah, c'est ça. Ouais, t'as le costume cintré et tout. S'en fout. Et puis, tu vois, on pourrait se penser que ouais, c'est un milieu qui est masculin, mais en vrai, statistiquement, j'ai vu plus de femmes performer que de mecs déjà. Et je trouve qu'il y a une rigueur. Il y a une rigueur du côté des femmes, parce qu'être closer, c'est pas juste vendre. Enfin, alors, je rectifie ce que je dis. Être prestataire, closer indépendant, on va dire ça comme ça, donc entrepreneur à ton compte, c'est pas juste prendre des appels de vente et closer. Tu as un client, tu n'as pas un patron, donc ton client, tu lui rends des comptes aussi quand même. Il y a une notion de rigueur, il y a une notion de tracking qu'il a besoin de voir, etc. Tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure. Ouais. Et les mecs, putain, moi je me souviens, parfois je m'arrachais les cheveux avec certains. Tu les harcèles jusqu'au dimanche soir pour que tu aies un rapport de KPI. Puis là, ils vont te sortir la phrase: je suis indépendant, je ne suis pas salarié. Ok. Je suis ton client, je ne suis pas ton patron, je mets fin à la mission, tu vois. Ouais, c'est parfois il y a des complexes d'infériorité qui se. Ouais. Je suis là pour être libre, mais en fait, ouais, sois libre, mais sois pro. On ne te demande pas de pas être libre. Mais on doit toujours rendre des comptes à quelqu'un, qu'on le veuille ou non. Mais ça reste une relation qui doit être équitable. Hein. C'est que je rends des comptes, mais je demande des comptes aussi. Bien sûr. Je ne peux pas mettre mon focus sur oh là là, on m'a donné un ordre, je ne suis pas là pour ça. Attention. Bah oui. L'ego qui parle ici. Ouais. Tu es là pour rendre des comptes parce que bien évidemment, on va payer des leads qu'on va te transmettre et c'est une responsabilité que tu as. Et même si tu es un prestataire dans le milieu corporate qu'on va solliciter, tu vas rendre des comptes. Et crois-moi, tu vas avoir de la pression sur le travail que tu vas devoir livrer. Beaucoup plus de pression dans le corporate que dans l'infoprenariat. Ah, mais clairement. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une question. Ça m'intéresse d'avoir ton avis parce qu'on avait commencé à échanger dessus, mais je trouve que c'est la bonne occasion pour creuser. Même juste avant la question, tout ce qu'on se dit là, c'est pas pour se dire Alexandre, Osama, ils sont plus beaux, ils sont plus forts. C'est juste pour montrer un truc, c'est que prendre 5, 6, 7 équipes de vente en même temps en pensant que faire 2 meetings par semaine, ça suffit et dupliquer tous les process, c'est faux. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on est rentré sur ce terrain-là et qu'on explique des exemples. Et puis même pour compléter ce que tu dis, c'est que tu sais, c'est un peu le vrai reconnaissent vrai. Tu vois, c'est-à-dire que ceux qui ont prouvé par les chiffres que quand ils intervenaient dans des boîtes, ça marchait. Alors attention, hein, ça marchait. Moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a des clients, on s'est ramassé la tronche complet. Hein. On s'est banané sur des clients. Hein, j'ai pas honte de le dire. Celui qui d'ailleurs te dit non, soit c'était pas ma faute, c'était sa faute à lui, au client, ou alors non, nous on n'a eu aucune déception. Là, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors vous n'avez pas eu assez de clients. C'est pas possible. Mais tu peux y aller. Tu peux te ramasser. Fais des erreurs. Ne fais juste pas 2 fois la même. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des patterns communs quand ça marche. Tu vois, c'est comme voilà, les closers. Les closers qui performent le mieux, ils ont des patterns communs. Ceux qui coachent des équipes de vente ou qui font du conseil, ils ont des patterns communs. Tu vois, sans se concerter, on se rejoint sur beaucoup de sujets parce que, en fait, tout ça, on l'a vécu avant. On a eu une vie avant l'entrepreneuriat, on a eu une vie avant le business en ligne aussi. Euh, le business en ligne n'a rien inventé. Le Ouais. business en ligne, voilà. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, en fait, les boîtes un peu archaïques ont tout à apprendre de la vision un peu market sales des business en ligne, mais les business en ligne ont tout à apprendre des vieilles boîtes archaïques sur l'organigramme, la structure, la gestion et le pilotage de l'entreprise au sens propre du terme, tu vois. Et en fait, moi, je rêve d'un monde où les deux, tu as le meilleur des deux parties, en fait. Tu vois, moi, en tout cas, c'est dans cet alignement-là que je construis mes boîtes. Au début, tu cherches un peu ton camp. Ouais, moi, je suis plus team corpo, donc je veux les bureaux, je veux les salariés, je veux tout. Tu te rends compte que ça a aussi des inconvénients. Et tu vois des infopreneurs dans le business en ligne qui ne se posent pas ces questions-là. Ils s'en foutent, tout le monde en télétravail, que des prestataires externes. Ah, tiens, pourquoi pas? Perso, j'ai un peu oscillé comme ça. Moi, à l'époque, j'avais un open space, commerciaux, etc. sur le tout début de ma boîte. Et au bout d'un an, j'ai pété un câble. Je dis, vas-y, je me suis juste créé un nouveau boulot. Et ça va beaucoup mieux. Maintenant, en plus, j'externalise. J'ai arrêté aussi de travailler avec des salariés. Je travaille principalement avec des indépendants, des externes aussi. Ça se passe beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise en tant que chef d'entreprise. Mais ce que je voulais te poser aussi comme question, vu qu'on parle beaucoup du business en ligne, c'est quoi pour toi euh, ta vision de l'avenir de ce marché-là? Parce que je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui sortent un peu sur ça. On parle de bulle de l'infoprenariat ou quoi que ce soit. Quelle est ta vision sur ça? Et toi, justement, qui bosse également dans le monde commercial, donc on est dans le même domaine, c'est quoi ton avis, ton positionnement, comment tu te situes par rapport à ce marché-là en particulier, sur ce qui va devenir, enfin, sur ce que tu penses qu'il va devenir? Ouais, bah écoute, la première des choses pour moi qui est importante, c'est de ne pas avancer avec cette peur de l'avenir, cette peur du manque, parce que on a beaucoup parlé de cette bulle de l'infoprenariat. Oh, même le closing, si on parle du closing, Ouais. le high ticket, c'est mort. On a entendu tout ça, hein. Bien sûr. Maintenant, c'est le low ticket. Maintenant, c'est le mid-ticket. Non. On a tout entendu. Ouais. Et finalement, tout est encore là. Et j'ai envie de te dire, même, what a time to run a business. C'est maintenant, en fait. C'est Ah ouais, maintenant, c'est clair. même pour un closer. What a time to be a closer. Il y a 4-5 ans, c'était facile de closer. Ouais. Le marché était nouveau, puis tu avais cette effervescence, le high ticket, d'accord, c'est comme ça que je vais réussir. Les prospects n'étaient pas si méfiants que ça, il n'y avait pas toutes ces dérives encore. Ouais. Maintenant, on n'a plus ces avantages-là, mais on en a d'autres. Mm. Maintenant, tu as des infopreneurs qui sont beaucoup plus aiguisés. Maintenant, tu as des 5-day challenge, tu as des capacités, tu peux faire ton chiffre d'affaires en une semaine que tu n'aurais jamais fait en 3 mois en tant que closer il y a 3-4 ans et que tu n'aurais jamais fait dans une année en tant que salarié. Donc, il y a toujours des bonnes choses qui disparaissent et tu en as d'autres qui arrivent. Mais pour moi, on est dans une excellente période pour entreprendre. Et Ouais. entreprendre, ça ne veut pas dire. Pourquoi je dis qu'il faut arrêter de courir après la peur du manque? Parce qu'aujourd'hui, je vois des millionnaires qui ont peur de manquer. Comment je le vois? Ils ratent une vente. Il y a 2 demandes de remboursement. Il y a 1 mois où c'est un peu plus calme que le reste et en panique totale. Ah ouais, clairement. Et à côté de cette volonté de s'enrichir, il y a cette volonté de pouvoir. C'est qu'il y en a qui commencent à s'habituer à la caméra et qui aiment trop la caméra et qui aiment trop les réseaux et qui deviennent dépendants à ça. Et leur vie devient de ça. Et donc, et en parallèle, je vois des personnes qui gagnent très peu, hein, et qui sont complètement détachées. Ah, ce mois-ci, je suis à 0, mais j'attaque. Et je te parle d'infopreneurs qui ont leurs produits, qui font 15-20 cas par mois, tu vois. Ils sont dans le dur, mais qui vivent tranquille, tout se passe bien, je mets des stratégies en place, je me paye des masterminds, je ne sais même pas comment ils font pour les payer. Mais tu vois, il y a tout et son contraire. Et donc, proche dit ne pas avoir cette peur-là parce qu'elle te fait avancer pour les mauvaises raisons. Oui. Ouais. J'ai une personne qui m'a écrit il y a environ 1 an pour me dire j'aimerais bien que tu me formes en closing. Je regarde son profil Insta, parce qu'il m'a écrit sur Instagram. Je regarde son profil, je vois coach en closing. Je dis OK, en soi, j'ai pas de problème, hein, j'en forme des coachs. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu es dedans? Il me dit ça fait quelques mois que je suis dans le closing. OK, c'est quoi ta plus grosse facture? 5 000 euros. Je dis OK, et là, tu es en train de former des closers à gagner leur vie. Et il me dit ah non, moi je les aide à faire leurs premiers euros.
Tu vas me la faire à moi. Mm. Peut-être que c'est ta stratégie aujourd'hui, mais dans tous les cas, tu n'as rien à faire là. Mm. Pas toi à gagner tes premiers euros. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Va toi gagner tes premiers euros. Et, et surtout, je connais la musique. Hein, la vente est un process. Il y va étape par étape. Et il prend un rendez-vous avec moi et je l'annule. Et puis il m'envoie des pavés de messages et je finis par le bloquer. Et il contacte un ami à moi qui était un ancien client. Et pareil, même discours. Ouais, Osama, il m'a bloqué. Il veut pas m'accompagner. Je comprends pas. Et il lui dit, mais attends, mais tu sors d'où? Tu fais quoi? C'est quoi le même discours? C'est quoi ta plus grosse facture? Depuis combien de temps t'es là? C'est quoi ton style? Comment tu fonctionnes? Et il lui dit, bah moi, c'est 5 000 euros. Et toi? Et l'autre lui a dit, mais écoute, je suis pas sûr que tu aies envie de savoir. Tu vois. Et lui, dis-moi. Je dis, bah, je crois que c'est 19 000 euros ma meilleure facture. Il a dit, ah, ok. Après, il a dit, mais tu sais, moi, j'ai juste 21 ans. Quand j'aurai votre âge, je serai bien plus fort que vous. C'est le fameux coach là qui a dit ça là? Le coach qui voulait qu'on l'accompagne. Ouais, C'est quoi, dans sa chambre, il a un poster avec ma tête et des flèches, tu vois, tous les jours. ouais. Si c'est ça ton objectif, il est très faible. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, élève les standards, ouais. Et en fait, je prends cette histoire-là parmi 50, juste pour montrer à quel point, en fait, tu as une personne qui est arrivée sur un marché, qui a commencé à faire ses premiers euros, et puis qui s'est dit, ça y est, je vais me faire de l'argent en Ouais, montrant aux autres comment faire, tu vois. ouais, c'est ça, les coachs de coach. Ouais, Et le problème, c'est que niveau éthique, tu vas être limité. Parce que c'est bien quoi sûr. ton bagage que tu vas pouvoir partager? C'est quoi ton Ah, c'est retour clair. d'expérience? C'est quoi tes certitudes? En fait, tu vas te former sur le tas. C'est Ouais, quoi? c'est ça. Et le danger, c'est que souvent, ces personnes se ramassent parce que le mensonge ne dure pas sur le long terme. Tu fais Non, des et percées, mais puis tu fais des ravages. tu C'est fais comme des les équipes de ravages vente. et Combien puis d'équipes ça. de vente aujourd'hui on ramasse là, à la petite cuillère? Ah Les bah bien équipes de sûr. vente à qui on aura pitché via un loom de 15-20 minutes. Dans le loom, on leur a dit, je sais que tu fais un challenge dans 3 semaines. Voilà, je pourrais accompagner ton équipe. Voilà ce que je te propose. Un package ici où je te prends 15K. Tu sais, c'est même la sémantique. Hein. Je te prends Mm. 15K Ouais, euh, et je t'accompagne. Je pose des process. J'accompagne ton équipe. Un pourcentage de 15% sur le chiffre d'affaires collecté, je paye les closers, je fais ci, je m'occupe de tout, voilà le plan, voilà ce qu'on va faire, hâte de travailler ensemble, je te suis depuis un moment, au plaisir de... Si tu te fais closer par ça, mm. si tu te fais closer par ça à travers un loom, ne viens pas te plaindre après que ton équipe de vente ne va pas, que tu l'as perdu, que tu fais pas de chiffres et que tu es dans le rouge. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, nous, je sais pas pour toi, mais nous, dans notre partie consulting, on répare plus des équipes de vente que l'on on en aide à se développer, quoi. Ouais, je te dirais que c'est majoritairement la même chose aussi. Ouais, c'est souvent la même chose. Alors parfois, c'est pas, on passe pas après. Ça m'est très peu de fois arrivé de passer derrière un autre head of sales ou concurrent, pour être honnête. C'est souvent parce que il y avait j'ai beaucoup eu le phénomène de closers qui sont sortis de formation de closing, à qui on leur a promis un job. Et parce qu'il fallait, entre guillemets, honorer la promesse, bon, bah, il y a une mise en relation, tiens, je connais un tel, il est bon, etc. Mais juste, il est bon, il a suivi ma formation, il va closer pour toi. Puis en fait, le mec a la ramasse complet. Et puis en face, tu es avec un entrepreneur qui n'a pas. Déjà, c'est pas son expertise de le faire monter en compétences, il n'a pas le temps. Et donc là, effectivement, il pouvait faire appel à nous. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai eu le cas de figure où, bah, pareil, histoire chez un client actuel, pour le coup. Euh, Lui, il a une équipe de 15 salariés. Alors, il a un groupe de sociétés et sur une de ces sociétés, il a 15 commerciaux slash téléprospecteurs commerciaux salariés dans des bureaux. Et il m'a fait intervenir pour du conseil. Et puis, donc, je suis venu. Ça, c'était au tout début quand j'ai lancé l'agence commerciale. Donc, c'était encore moi qui faisais les sessions de consulting en live, tu vois. Donc, j'ai fait ma tambouille, j'ai fait mon travail. On était contents, les perfs avaient bien remonté, l'équipe mieux structurée, etc., etc. Puis, quand je suis parti, eh ben, c'est revenu comme ils étaient avant, tu vois. Et donc, il me dit, putain, je suis frustré, c'était trop bien reparti, catastrophe et tout. Donc, il me réappelle. On y retourne, on remet un peu de. On se rend compte, en fait, qu'il y avait eu du lest, etc. sur l'équipe. Ça repart. Je m'en vais, ça redescend. Tu vois, 2 fois. Vu que c'est quelqu'un qui me fait confiance, il me rappelle une troisième fois. Je dis, écoute, je vais arrêter de perdre mon temps avec ton équipe interne. Si tu veux qu'on apporte du résultat, ce que je te propose, c'est qu'on mette une équipe externe. Là, pour le coup, qu'on chapeaute à 200%, c'est la nôtre, c'est nos process, ils sont formatés à notre manière de fonctionner, leur routine, etc., etc. Et on les met en face. On te les pulvérise.
on te les pulvérise. Et en fait, oui, c'est que parfois, tu as des profils mal recrutés. Bien souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas recrutés, ils sont juste mis en relation. Tu vois, Ouais, c'est vrai. c'est pas du recrutement, c'est juste, Oui. tiens, j'ai Tati, elle est sortie d'une formation de closing, t'inquiète, c'est une bécane. Ouais, mais non, mais Tati, elle connaît pas mon produit, elle connaît pas mon marché. Enfin, ouais, il y a beaucoup de réparation. Parfois, c'est juste aussi une question de timing, hein. Nous, on Ouais, a remarqué que parce que pour accompagner une équipe, on fait un audit. ouais, On demande certaines métriques, on a besoin de tout voir, tout fouiller, et puis c'est ça qui va déterminer la rémunération et le plan de déploiement et combien de consultants on met sur le dossier, ouais, etc. Et, euh, et souvent, il y a des projets en quelques semaines, on peut les régler. Mais ouais. on a compris une chose avec le temps, c'est que 6 à 8 semaines, Mhm. c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que dès le premier mois, tu passes 3 à 4 semaines, tu as des Ouais, résultats. ouais, Ça compte. Mais dès que tu arrives à entre 6 et 8 semaines, c'est le ventre mou, là. Il y a ouais, toujours des baisses ici. ouais, Tu t'essouffles un peu, tu as ton ancienne identité qui te rattrape, tes process, ouais, là, tu commences à l'air douter, tu fatigues. ouais. Il y a toujours des petits trucs qui arrivent, il y a un petit nuagerie qui arrive à ce moment-là. Et donc, on a compris qu'il ne fallait jamais pitcher une offre sur 2 mois. Mhm. Parce que on part au moment où l'équipe est down. Ouais, Donc, le sentiment que ça laisse, c'est que le travail n'est pas fait. Et ouais, qu'on a pas. Pourtant, l'équipe montait bien. Donc, ouais, on s'est dit soit 1 mois, soit 3 mois. ouais, Hier, j'ai accepté un contrat qu'on a signé sur 3 mois, ouais. un contrat qu'on pouvait délivrer en 1 mois, Ok, un peu plus d'1 mois. J'ai ok. préféré l'étendre sur 3, Ouais, comme ça, tu es sûr. parce qu'en fait, c'était plus de mois qu'un mois, mais Ouais, j'ai préféré signer 3 parce que je signe plus de 2 mois. ouais, mais t'as raison. Rapide, hein, mais on a pu identifier ça. Ouais, C'est que 6 à 8 semaines, c'est le piège. ouais, Chez nous, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. ouais, C'est qu'il ouais, y a toujours des petites chutes. Et même un closer, hein, qui commence à monter en compétence, qui se forme, qui a un de son partenaire, tout se passe bien, il a toujours à un moment donné une petite chute. Il ouais, faut savoir l'identifier quand est-ce qu'elle se trouve. ouais, Et nous, on a remarqué que les équipes de vente, c'est après 6-8 semaines. Donc, si on les laisse partir à ce moment-là, c'est sûr qu'on va nous rappeler, nous dire, écoute, là, c'est n'importe quoi. ouais, Donc, juste voilà, un petit trick que nous, on a vu chez nous, en tout cas, ouais. qui nous aide et qui fait qu'aujourd'hui, on ne pitchera jamais 2 mois. Ouais, non, mais t'as raison, mais c'est vrai qu'il y a une question de timing, il y a une question de. Ouais, il y a. Moi c'est aussi un truc sur lequel j'ai beaucoup été confronté, c'est quand tu arrives dans des structures où tu as une très très mauvaise culture en interne. Je te donne des exemples, des salariés qui, en fait, ils sont grave montés contre la direction. Tu vois, ils sont pas dans le même bateau. Tu sens qu'ils sont pas dans le même bateau. Ouais. Parce qu'en fait, il y a. Et puis quand tu interviews un peu chaque personne, que tu fais ton boulot et tout pour comprendre, tu te rends compte que, en fait, sur le papier, les commerciaux sont pas mauvais. Tu te rends compte que leurs process sont pas mauvais. Et tu te rends compte qu'en fait, ce qui va pas, c'est juste qu'ils sont pas bien dans cette entreprise. Ils sont pas contents d'être là, mais ils restent par confort parce qu'ils n'ont pas envie de retourner sur LinkedIn pour trouver du boulot, etc. Mais alors qu'en fait, dans le fond, ce sont des gens qui ont déjà montré qu'ils pouvaient performer de manière régulière, etc., etc. Et du coup, ton boulot, au lieu de se transformer je forme une équipe commerciale sur, je sais pas, des compétences, tu mets en place des process, des organisations et tout, bah, tu te rends compte qu'en fait, le seul sujet, c'est de coacher plutôt le dirigeant à faire en sorte que ces gars se barrent pas et de les Oui. fidéliser dans une culture, en fait, où ça va aller de l'avant. Parce que pareil, on parlait de côté un peu holistique dans le développement commercial tout à l'heure. En fait, le développement au sens large, c'est tellement plus complexe que voilà, des scripts, des process, des orgas, des daily, des trucs comme ça ou quoi. Il y a la vibe, il y a l'énergie de ta boîte, il y a la culture. Est-ce que tes sales, quand ils arrivent le matin en brief ou quand ils arrivent dans leur call, ils sont contents de te représenter aussi? Est-ce qu'ils croient fermement dans le produit qu'ils vendent? Tu vois, il y a tellement de sujets comme ça. Est-ce que, tu vois, un truc tout con, est-ce que à la fin du mois, quand ils ont performé, leurs clients, si c'est des indépendants ou leurs patrons, si c'est salariés, est-ce que ça va être le client qui va leur dire, les gars, bravo, vous savez quoi, je vous fais tous une petite carte cadeau Amazon, vous vous régalerez, c'est la petite récompense en plus des commissions, etc., la petite attention qui fait plaisir? Ou est-ce que c'est le mec, putain, on a fait 197 000, vous faites chier, on aurait pu faire 200, tu vois? Et c'est des petits sujets comme ça, en fait, de culture, de leadership aussi du côté du dirigeant qui peuvent avoir un impact quand même direct sur le Ouais. pôle commercial, quoi, tu vois? Et le boulot qu'on fait est en réalité voilà, tellement chirurgical. Tu parlais d'audit au démarrage, on fonctionne de la même manière, nous aussi, au sein de l'agence. Ça commence par un audit. Alors nous, on fait même pré-audit, rapport Ouais. de
audit, et après audit approfondi, rapport d'audit, et ensuite on Pré-audit, avance. c'est pour qualifier. Ouais, pour c'est ça, savoir si tu vas exactement. plus loin. Ouais, exactement. Ouais, exactement. C'est histoire de dire, est-ce que ça vaut le coup que j'aille plus loin? Exact. Ouais. Mais ouais, tu vois, c'est tellement chirurgical parce que, et je sais pas, tu me diras si toi aussi tu as ressenti ça, mais tu as plein d'entreprises qui viennent te voir où ils disent, j'ai mal ici. Et en fait, quand tu creuses, tu leur dis, non, en fait, tu n'as pas mal là. En réalité, c'est ça qu'il faut soigner. Ouais, mais moi, non, t'inquiète, c'est vraiment là que j'ai mal. Et moi, j'ai fait l'erreur une fois, c'est d'avoir. J'ai eu un cas comme ça, enfin, deux entrepreneurs, c'est deux associés, qui sont venus me voir en mode, il faut faire ça sur notre pôle vente, ça va pas, tac, tac, tac. Je fais mon pré-audit, je me rends compte que avant qu'on s'occupe de ça, on va d'abord s'occuper de ça. En l'occurrence, ici, c'était beaucoup un problème d'offre et de positionnement. Ouais. Non, non, ça c'est cool, ça c'est ok, ça fonctionne, on a des bons coups de lead et tout, et je m'en fous. Si tu mets 100 calls, t'as 4 ventes derrière. Il y a peut-être un truc à creuser dès lors. Non, 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 t'inquiète. J'ai ok, t'as sûrement raison, tu connais mieux ta boîte que moi, c'est logique, je vais t'écouter. J'avais cette frustration de ne pas m'être écouté d'ailleurs à cette époque-là, enfin sur ce client-là, et donc je vais me concentrer de l'autre côté où il me dit l'équipe de vente et tout. Puis je vois que pareil, l'équipe de vente, franchement, pas des mauvais sales, tu vois, franchement, pas du tout. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, tu vois? Je lui dis, tu sais quoi, je vais m'écouter, je vais revenir sur quoi je voulais travailler. Je creuse, on met en place des choses, etc. Ça marche un peu mieux. On en remet en place d'autres, ça marche un peu mieux et tout. Et en fait, la leçon que j'ai tirée, c'est en fait l'entrepreneur qui vient de voir, parfois, il pense qu'il a mal quelque part, mais il a pas, en réalité, Bien sûr. sa douleur, elle n'est pas là. Bien Et, sûr. et c'est dur parce que parfois, tu en as qui sont bourrés d'ego, qui vont te dire non, non, c'est là. C'est sûr. Et si toi, tu ne m'aides pas sur ça, bah, je te tège, je ne te mets pas sur le deal, j'en mettrai un autre. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que tu veux quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil ou quelqu'un qui fasse réellement avancer ta boîte ou ton équipe commerciale? Et si c'est le cas, tu vois, enfin, on n'est pas là pour faire non plus du social et se faire des amis avec le client parce que voilà, on l'apprécie ou quoi que ce soit. Oui, on fait du bon business, mais en même temps, attends, tu me payes pour que je t'apporte un résultat et tu me payes pour une expertise que j'ai. Si mon expertise te dit que la douleur est à droite et pas à gauche, là où toi tu penses qu'elle est à gauche, heureusement que tu me payes heureusement que je te dis ça, tu vois. Bien Et sûr. ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai beaucoup observé et d'ailleurs, on revient un peu sur ce monde infopreneurial où sur certains, il y a cet ego, où, je sais pas, ils veulent que les choses changent dans leur business, mais ils sont pas prêts à changer. Moi, après, je pense qu'il faut faire du closing avec ces personnes-là, Et parce c'est que ça, dans en le fait. sens où, elles ont besoin de se sentir comprises. Et C'est surtout, ça. aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tous les acteurs et tous les clowns qu'il y a sur le marché, Ouais. c'est normal qu'elles se méfient. Et surtout, en fait, ces personnes-là ont une chose que nous, on n'a pas, c'est une attache émotionnelle. Oui. Et c'est justement ça, notre force, quand tu vas intervenir en tant que consultant. C'est Ouais. qu'il y a un attachement émotionnel qui fait que je vais te donner parfois des consignes bateaux, Ouais. mais parce que moi, je les vois. Je Ouais. suis attaché émotionnellement et tu les vois pas parce que tu es La tête dans dans les... le guidon. Ouais. Ouais. C'est normal. Ouais. Nous, c'est pour ça qu'avant de démarrer un partenariat, quand on fait une offre de partenariat après audit, euh, on explique, voilà les problèmes qu'on a identifiés, voilà Ouais. les solutions qu'on va apporter et voilà le Ouais. plan de déploiement. Parfois même, c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3, Ouais. voilà ce qu'on va travailler. On est d'accord, on se serre la main, on y va. Ouais. Ouais. Parce que tu vas forcément voir des choses que la personne ne voit pas et tu es payé pour ça. Bah, bien sûr. Si, Mais, si si tu me payes pour que je te dise oui, tu as raison sur tout ce que tu fais et que je ouais. te suive et que j'exécute, Mm. tu as besoin d'un exécutant, tu n'as pas besoin d'un consultant, tu n'as pas besoin d'un auditeur. Ouais, exactement. Et là, ce qui est compliqué, c'est que sur le marché, bah, comme tu disais, il y a un peu à boire et à manger aussi. Et je peux me mettre aussi à la place d'un entrepreneur qui voit des gars super visibles sur les réseaux sociaux et d'autres un peu plus dans l'ombre. Il va se dire, bon, bah, forcément, je vais aller sur le mec qui est visible. Et le mec qui est visible, bah, c'est pas toujours le meilleur ou peu importe, tu vois. Mais il va y aller. Il va se dire, bah, lui, s'il est visible sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a dû avoir plein de clients, il a dû apporter plein de résultats, etc., etc. Et en fait, quand tu commences la collaboration, moi, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des personnes euh, pour mes propres boîtes. Hein, j'entends des personnes où, oui, ils ont une petite visibilité, tu vois, et c'était une catastrophe. Et en fait, c'est le mec que tu as recruté sur Indeed, inconnu au bataillon, le mec est un génie.
C'est un Ouais, crack, ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Et en fait, quelle est la différence entre ce gars-là et les autres? Bah, c'est que lui, en fait, il n'était pas sur Instagram à faire 150 stories pour faire de l'organique. Bah, lui, en fait, il allait chercher des missions. Et quand il avait une mission, par contre, bah, c'était le vrai indépendant, c'est-à-dire, je suis là pour servir mon client, pour lui apporter du résultat, pour qu'il bosse en confiance. Et il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois, un entrepreneur, même si tu fais des erreurs ou quoi que ce soit en tant qu'externe, dans la mesure où tu es proactif, tu maintiens le contact avec lui, tu te montres disponible, etc., sans abuser bien sûr, mais quand même euh, de manière générale assez disponible et tout, juste parce qu'il y a cette relation qui va se créer, il va pas te lâcher comme ça non plus. Tu Ouais. vois, alors que oui, l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, mais en fait, non, c'est avec toi que j'avance. Tu es là depuis le départ, tu m'apportes des résultats, tu es proactif, je te fais confiance, j'ai envie d'avancer avec toi aussi, tu vois. Et c'est souvent, c'est quand tu donnes ta chance au gars, bah ouais, peut-être qu'il est moins visible sur les réseaux sociaux, mais qui t'apporte ça, et que l'autre, que c'est la superstar à 100K d'abonnés sur Instagram, tu bosses avec lui, c'est limite déjà s'il ne te prend pas de haut pour bosser avec toi, bah, tu te dis, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu veux que je rajoute une couche, hein. Il y a vas-y. beaucoup de ces personnes-là qui payent leurs followers. Ouais, en plus, Moi, j'ai travaillé avec des coachs en closing. J'ai des partenaires qui achetaient des comptes Instagram, imagine. et qui changeaient juste le nom. Et en fait, c'est des comptes qui servent juste à avoir une posture, une autorité. Ouais, c'est une Ça ne vitrine. sert pas à de l'acquisition parce que la plupart des followers sont en Chine Bah ouais, Donc, ou bien c'est une audience qui n'est juste pas la tienne, donc qui ouais, ne va pas raisonner, tu vois. mais c'est ça, c'est ça. Nous, chez moi, je sais pas, j'ai 4000 personnes sur Instagram. Ça va très doucement, mais sur Ouais, c'est 4000 ça. personnes, Bah oui, c'est ça. je peux en avoir un tiers. Si je me connecte en live, il y en a peut-être un tiers qui Ah vont ouais, être en live. putain. Ouais. Donc, Ouais. J'ai même pas d'Insta Pro pour te dire, donc c'est un détail. Mon équipe avec laquelle je collabore, mon équipe type ouais, au quotidien, c'est des personnes qui ne sont pas visibles sur les réseaux. ouais, tu vois. Et J'ai pourtant, recruté et pour pourtant, ça. c'est des bons. Ouais, bah oui. Non, mais ça, c'est de la foutaise. Je pense, que c'est une minorité qui fonctionne comme ça, qui recrute au Oui, follow. Je pense pas que ce soit. oui, oui, oui. J'espère en tout cas, Moi, parce j'ai eu que ce cas-là. Moi, j'ai eu ce cas-là. ouais, bah moi je l'ai vu aussi, hein, parfois. Moi, une fois, on m'avait mis en comparatif avec un acteur qui est quand même connu, visible sur le marché. Après, je sais pas ce que ça vaut dans son delivery, tu vois, je suis pas là pour comparer ou quoi, mais, mais tu vois, quand l'entrepreneur en face te dit, ben, je bosse avec lui et pas avec toi, juste parce qu'en fait, le mec, il fait plus de stories sur Instagram et que moi, je suis inconnu au bataillon. Après, my bad, je reconnais. Moi, en tant qu'entrepreneur, mon rôle, c'est de me faire connaître ou quoi. Après, Hop, je sais pas. Tu sais, moi aussi, aujourd'hui, je rêve d'un business en ligne avec lequel je suis aligné et je suis passionné, ce que je fais actuellement. Je ouais, suis aligné ouais. et qu'on ne me voit pas sur les réseaux. Bah ouais. Tu sais, je rêve de ce business-là et je sais aujourd'hui gagner ma vie en me montrant. Je ne sais pas encore gagner ma vie sans me montrer. Ah, En faisant quelque chose que j'aime et qui me passionne. Parce que bah, sinon, je pourrais aller sur d'autres niches, hein. ouais, Mais c'est en ça. faisant ce que j'aime là sans me montrer, j'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui Ouais, a la réponse, puis j'aimerais bien l'avoir. les gens t'achètent toi aussi. Bah, tu vois, moi, c'est marrant parce que ma première boîte, c'est une boîte où si tu sais pas que c'est moi derrière, personne ne le sait. Enfin, à moins que tu ailles sur le site web et que tu ailles voir dans mon équipe, tu vois, que tu vois le staff et que tu me vois dedans. Et alors, parce qu'en fait, moi, c'est un peu particulier, c'est que j'ai décidé de construire mes business sur ma compétence enfin, ma compétence donc en développement commercial, mais je vais la mettre d'abord à mon profit. C'est-à-dire que nous, tu vois, par exemple, on a beaucoup de clients qui sont organismes de formation sur l'agence commerciale, mais parce que moi, à côté, j'ai un organisme de formation, donc on a scalé à 6 chiffres mensuels sans faire de pub. Donc forcément, ils se disent, bon, le gars, il l'a fait pour lui. Je l'avais fait encore avant à l'époque en tant que salarié. Il peut nous aider à le faire et il est compétent dans le domaine, OK. Et c'est vrai que j'ai une deuxième filiale dans la formation qui est sortie du coup dans la formation commerciale. Là, pour le coup, je me montre. Je suis sur les pubs, je suis sur les ateliers ou quoi que ce soit. Et, euh, et je me dis, putain, quand je pense à l'autre filiale, du coup, où on ne sait pas que c'est moi derrière, je me dis, putain, c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe parce que on enlève l'aspect valorisation, parce que si jamais tu es dans ce délire-là, Ouais, parce que c'est indexé à ton personal branding, quoi que ce soit, personnellement, à l'instant T, je m'en fous un peu en réalité. pareil. Mais moi, de base, je suis quelqu'un qui n'est pas. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on m'a souvent dit l'inverse. On m'a souvent dit, toi, tu rêves d'être dans la lumière. Là, tu rêves d'être
être visible ou quoi que ce soit. Alors qu'en vrai, pas du tout. Je suis pas du tout. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Comment dire à faire des... Peut-être que tu l'as été à l'époque où on te l'a dit, je sais pas. En fait, Ouais, je saurais pas te dire. Ouais, moi, franchement, je te dis ça, je suis un ancien extraverti. t'es un ancien extraverti? Ouais, ouais, Ah ouais? ouais. Alors moi, je suis extraverti dans la vie de tous les jours, mais je suis pas. Pour autant, je suis pas à l'aise. Demain, tu fais une vidéo YouTube, une vidéo YouTube en live ou quoi que ce soit. Je vais avoir un moment avant de m'imprégner, tu vois. Ouais, ouais, je suis en vidéo. Ouais, vas-y. Et excuse-moi, petite. Ouais, on va pas tarder, de toute façon, je sais qu'on a débordé. T'inquiète. Et, Il y a encore une longue journée devant nous. ouais, Mais vas-y. oui, bien sûr, je suis un ancien. Bon, ça veut dire quoi, introverti, extraverti? Comment je le résume, moi, c'est un introverti, c'est une personne qui c'est une centrale nucléaire. Un Ouais, extraverti, c'est un panneau solaire. ok. Donc, avec quoi est-ce que tu te recharges? Avec le monde, en échangeant, dans la société, ou est-ce que quand tu te retrouves seul? Moi, aujourd'hui, je recharge quand je me retrouve seul. Ok. Et j'ai tendance à. Plus j'avance, et plus j'ai tendance à m'introvertir. À me Ah retrouver ouais? en automne. Putain, c'est fou. Ouais, plus je comprends l'homme, et plus je. C'est vrai, tu perds foi en l'humanité. Non, j'irai pas jusque-là. Bien sûr, je rigole, mais oui, je me recharge beaucoup plus quand je suis seul. J'ai besoin de moments seuls. Ok. Et j'étais, pourtant, à l'époque, avant, j'étais très extraverti. Ok. Donc, après, ça dépend aussi beaucoup des contextes, hein. C'est comme le profiling. Oui. Et tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu parlais de quelle va être l'identité, la structure de ma boîte. Est-ce que ça va être un peu corporate ou infoprenariat? Est-ce que je prends un Ouais. mix des deux? Et en fait, je t'ai parlé d'une des lois avec laquelle je fonctionne beaucoup. J'en ai une deuxième, c'est celle du juste milieu. C'est Oui. je ne vais jamais dans un extrême. Ben, c'est ça. Et donc, quand on parle de profilage, tu vois, dans le closing, c'est très répandu, hein. Toi, tu es profil rouge, profil bleu. Toi, tu es Ouais. numéro 3 Enneagramme, tu es numéro 4. Et en fait, on se range dans des cases et on Oui. s'emprisonne dans des cases, alors que Ouais. le but de tout ça, c'est d'avoir un cheminement personnel, spirituel même, De créer dans ta le propre sens case. où tu as un profil, tu es quelqu'un peut-être de très direct. Eh ben, tu le sais que tu es un peu trop direct, tu connais les forces de la personne très directe et les faiblesses de cette personne-là. Donc, comment est-ce Ouais. que tu peux travailler sur ces faiblesses-là pour cheminer et aller chercher un équilibre? Ouais. Je suis quelqu'un de très direct, je vais apprendre à être un peu plus diplomate. Ouais. Donc, quand il faut la fermer, j'apprends à la fermer. Et quand il Mm. faut parler, je parle. Et Mm. donc là, je ne tombe ni dans l'hypocrisie, ni dans la méchanceté. Oui. Tu vois, je vais chercher un équilibre. Et en Ouais. fait, dans tout, c'est comment je peux aller chercher cet équilibre. L'avantage de l'infoprenariat avec l'avantage du corporate, qui est Ouais. plutôt que j'ai quelque chose de structuré. Aujourd'hui, même dans l'infoprenariat, ça peut être intéressant, selon les structures, d'avoir des salariés. Bien sûr. Moi, j'ai connu. Ouais. Moi, j'ai été dans une structure qui était de l'infoprenariat. C'était l'un des seuls, ce gars-là, sur le marché à être comme ça. Le mec avait des bureaux, des salariés. On était donc c'est à Aix-les-Bains, en Savoie. Un pôle commercial, un pôle pédagogique, un pôle marketing, que des salariés, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que quand je me suis lancé, j'ai travaillé qu'avec des salariés personnellement. C'est parce que je n'avais foi qu'en ce modèle-là, en fait, à ce moment-là. Tu vois, et je te rejoins sur le côté, bah, tu crées en fait ton cheminement, tu crées ta propre case. Moi, tu vois, j'avais un peu ce stéréotype au début. En fait, tu as l'infopreneur à Bali qui ne faut rien et qui gagne 3K par mois. Tu as l'infopreneur à Dubaï, lui, il gagne beaucoup plus et c'est vida loca. Tu as le mec un peu corpo, lui, il a le bâtiment, et, il arrive avec sa voiture familiale. C'est des clichés, quoi, un peu, tu vois. Puis un jour, je me suis fait la réflexion, j'en discutais avec un pote. Je me dis, putain, tu vois, en fait, je me rends compte que le niveau le plus stylé, c'est. Enfin, moi, en tout cas, ce que je juge stylé, c'est que, par exemple, c'est que tu te dis, tu es à la tête d'un groupe, mais ton groupe, il tient dans un PC portable et il est dans ton sac à dos. Tu vois, tu vois, par exemple, tu vois, tout est un peu aux antipodes, tu vois, au final. Tu as le côté nomade, mais tu as le côté structuré, groupe, etc. Tu vois, moi, il y a un truc tout con. Il y a une série. Tu regardes un peu des séries? Moi, je suis très cinéma, perso. Je sais pas si tu Ah, regardes. ouais. Ah, pas Peu, vraiment. peu. Ouais. Il y a une série qui est de base un bouquin. Bon, c'est une série, il faut poser son cerveau. Hein, c'est un peu bourrin, mais j'aime bien le perso dedans. Ça s'appelle Reacher. Tu l'as vu? Tu connais ou pas? Bon, j'ai pas de ref. Ok. Bah, je te la fais courte. En gros, le profil du mec, le personnage principal, c'est un ancien flic de la police militaire.
Et en gros, il quitte la police militaire. Puis en fait, c'est un SDF, quoi, tu vois, le mec. Il a juste sa brosse à dents dans la poche. Il touche la pension militaire tous les mois. Puis en fait, le gars, il parcourt les États-Unis en bus. Et puis, bon, il lui arrive des aventures et tout. Il y a un peu d'action et tout, tu vois. Et moi, ce que je kiffe avec ce personnage, tu vois, c'est que c'est le mec qui est profondément libre, tu vois, qui a aucune attache. Et moi, je me disais toujours, putain, t'imagines, tu gères, genre, je sais pas, j'ai une bêtise, 10 boîtes, mais tu vis comme un richer, en fait, à côté. Parce qu'en fait, parce que tu ne t'enfermes pas dans la case de je vais me prendre la villa à Saint-Tropez avec la Ferrari garée devant parce que ça t'intéresse pas, tu t'en fous. Mais en même temps, pour autant, tu as un bagage derrière de business, financier, etc., qui est ultra solide. Et c'est vrai que quand tu es dans le business, on range les gens dans des cases. Le marketing des gens qui sont eux-mêmes dans des cases se base sur ça pour attirer des gens qui rêvent d'être dans cette case-là. Alors qu'en fait, il y a un moment donné, je suis d'accord avec toi, il y a un côté presque spirituel, c'est de trouver ton chemin et d'être aligné avec ça. Et puis, et je trouve même que dans le business, il y a une approche quasi philosophique parfois à avoir. Enfin, personnellement, je suis beaucoup comme ça. Ouais. Très philosophique, tu vois. Mais parfois, tu peux même intégrer de la philosophie dans de la stratégie. Hein. Voilà, ça fait discours caché, là, comme dit ce que je dis, mais moi, je peux aller loin sur ces sujets-là aussi. Hein. Bon, après, je ne pas le temps, mais ouais, intégrer beaucoup de philosophie dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est important aussi. Ne serait-ce que pour toi en tant qu'entrepreneur, savoir où tu vas, savoir pourquoi tu y vas, qu'est-ce que tu désires derrière, et de toujours un peu le mûrir, tu vois, les besoins. Et même ce que j'ai envie de te dire, c'est de commencer par la fin. Ouais. C'est pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Bah, bien sûr. Et en fait, c'est le pro qui doit être au service du perso. Carrément. Et ça, de base, je pense qu'on le sait tous, hein, c'est logique. Mais on se perd vite. On se perd vite dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et au final, c'est souvent le perso qui sert le pro. Oui. C'est tu vas te donner pour tes clients, tu vas te donner pour tes prospects et tu vas laisser des miettes à ta famille. C'est ça. Et ça, c'est triste en vrai. Et donc, bien sûr qu'il faut amener de la philosophie, bien sûr qu'il faut amener de la réflexion, qu'il faut amener de la conscience dans ce que l'on fait au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne réfléchit plus. Ouais. Pourquoi on ne réfléchit plus? Parce qu'on est en pilotage automatique. C'est ça. Il faut y aller, il faut se lever, il faut faire. Et on ne réfléchit plus. Ouais. Ouais, tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Ouais, bien sûr. La société d'aujourd'hui coupe le silence. Ouais. Dans ton esprit. Ouais. Partout, hein. Tu vas faire tes courses, tu vas acheter du pain, tu vas laver ta coiffure. Il y a de la musique partout, il y a de la musique partout. Tu vas au centre commercial, il y a de la musique. Tu vas chez le coiffeur, il y a de la musique. On va toujours couper de manière, au sens propre, au sens figuré, on va toujours couper le bruit. On va couper le silence. Le silence, ouais. Avec le bruit. Pour t'empêcher de réfléchir et juste que tu fonces dans une société capitaliste où il faut juste t'enrichir au détriment de ta santé, de ta famille, de ta vie. Et puis un jour, tu as perdu ta vie, tu n'as rien vu venir, quoi. Donc, un entrepreneur à succès, et le succès est très relatif et très personnel, indépendamment de chacun. Ouais. Mais en tout cas, un succès sain, ouais, c'est ça. C'est que le pro est au service du perso. Dès que ton perso est impacté par ton pro, pose-toi ta question. Est-ce que c'est temporaire? Parce que parfois, il faut se serrer la ceinture. Ouais. Écoutez, patientez avec moi. Là, je pars, je suis en mission pendant 2 semaines, je ne vais pas avoir de vie. Bien sûr que tout le monde va patienter. Ouais, c'est ça. Par contre, si tu disparais pendant 3 ans et puis tu t'oublies tout et puis tu donnes le peu d'énergie que tu as à tous tes clients et à tes prospects et tu oublies le perso, ouais. Surtout dans un milieu à performance, tu vas mourir. Ouais, clairement. Tu vas mourir. Clairement. Parce que tu ne tiendras pas. Ouais, c'est ça. Puis, il y a des êtres émotionnels et on a une nature profonde qui n'est pas faite pour ça. Bien sûr, mais je suis d'accord. Et puis, je pense que tu as ce côté aussi quand tu fais attention à ces choses-là, à cette conscience. Tu disais déjà que tu dures, ça je suis d'accord. Et indirectement, dans ton business, ça se reflète positivement, en tout cas, moi, je trouve, parce que du coup, tu te retrouves à collaborer avec et pour des gens qui sont dans la même philosophie que toi. En tout cas, moi, je l'observe. Et du coup, c'est un espèce de cercle vertueux aussi qui se crée. Tu vois, tu bosses avec des clients qui sont un peu dans la même vibe que toi, la même ADN que toi, la même valeur que toi. Donc, la collaboration est saine. Et parce qu'elle est saine, tu as envie de te donner aussi pour lui quand même pour qu'il performe. Et il est content. Et il bosse longtemps avec toi. Et ça pérennise ta boîte. Et tu vois, et tu vois, quand je parle de cette loi du juste milieu, c'est je suis ambitieux pour aller accepter des contrats et faire des missions et avancer, me challenger. Ouais. Mais je ne vais pas tout accepter parce qu'à partir du moment où je ne vais pas être à 100%, je n'honore pas mon partenaire. Ben, c'est ça. Donc, je dois être prêt à savoir ça et je dois être prêt à dire non. Aujourd'hui, nous, on a un contrat qu'on a refusé à la dernière minute parce que la personne nous demandait de recruter 10 closers
Ouais. dans les 3 mois. Et je lui dis, personne avec la taille de cette structure n'a besoin de disclosure. Puis il me dit, non, mais on sait jamais, il y en a un qui a une petite histoire d'amourette, l'autre qui est malade, on perd du chiffre d'affaires, t'en as 2 en moins. Je dis, hey, ça, c'est un problème de recrutement. Ouais, C'est un ouais. problème de entreprise. Mais il n'y a aucun closer qui a envie de gagner 1 000 euros. Si Ouais, l'enfant c'est dit ça. qu'il fasse 1 000 euros, je préfère qu'il y en ait un des deux et qu'ils fassent 5 000 chacun. C'est Par ça. exemple. Ouais. Et il me dit, non, non, je dis, moi, je peux t'en garantir 3-4, mais on va jamais à 10. Il me dit, non, non, j'accepte pas. Juste pour recruter discloser, onboarder discloser, suivre discloser et les coacher. Ça vaut bien plus que le contrat en soi, à la base qu'on avait, Bien sûr. qu'on avait posé. Bien Mais sûr. c'est juste pour dire, ouais, et je te donne un autre exemple rapidement. J'ai arrêté un partenariat avec une boîte qui faisait un demi-million par mois en chiffre d'affaires. Putain. Et on avançait très bien. Et j'étais très aligné avec eux. Et j'ai arrêté parce que j'ai vu le développement de mon entreprise s'accélérer. Et je me suis dit, aujourd'hui, ça va. J'ai peur que dans 2-3 mois, ça soit compliqué. Et que je ne sois pas à 100% avec vous. Je préfère arrêter maintenant. C'est une transition. On vous pose quelqu'un à ma place. Et on fait une belle transition. Je suis avec vous le temps qu'il faut. Ouais. Ils étaient deg. Ouais. Mais je les ai Ça a été respectés. fier de ta part de le dire, quoi. C'était du respect que j'avais pour eux. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. et donc, comment avoir ce juste milieu-là? Ça, c'est la manière dont je vois les choses. Après, chacun peut adhérer ou non à ça. Ouais. Mais être ambitieux Ouais. et faire attention à ne pas se cramer. Je te dis ça, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise à 100%. C'est quelque chose pareil, que je fais tous les jours. Ah, pareil. Tous les jours. Pareil, parfois, surtout dans l'entrepreneuriat, tu te fais rattraper par tes vieux démons, justement, d'ambitieux. Mais oui. Moi, si ma femme écoute là ce qu'on se dit, elle va dire tu penses que tu es en train d'aide, on ne te voit jamais. Tu vois, c'est un travail de tous les jours. Tu vois, c'est quelque chose qui. Ah, mais c'est clair. Puis parfois, enfin, tu vois, dans mon cas, personnellement, je viens pas d'un milieu, je viens d'un milieu normal, quoi, tu vois, modeste. Donc, puis quand tu viens d'un milieu normal, puis après, voilà, moi, quand tu étais jeune, étudiant, tu dois te démerder, gagner tes sous et tout, etc. Tu sais ce que c'est un petit peu, voilà, de galère. Alors, attention, hein, quand je dis galère, il y a galère et galère. Hein, je n'étais pas sous un pont non plus. Hein. Mais voilà, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Bah, tu sais, as toujours un peu, moi, j'avais toujours ça, un peu cette peur que cette situation-là arrive. Sauf que quand elle arrive, quand tu as 20 ans, tu t'en fous. Moi, j'ai 27 ans. Quand ils arrivent à 27 ans, bon, même si 27 ans, on peut se dire, ah, c'est rien, 27 ans, etc. Ah, putain, dans ma tête, c'est plus rien, tu vois. Je me dis, ouais, à 20 ans, bon, tu me diras, même à 20 ans, je me disais, oh, putain, c'est déjà la fin du monde. Mais en fait, il faut relativiser. Mais en fait, tu te dis, tu te fais rattraper par tes vieux démons. Moi, j'ai eu le cas l'année dernière où j'ai eu le contre-coup de me faire happer par cette ambition-là. Ça a été compliqué parce que, en fait, on a pris tous les clients qui venaient à nous, sans exception, tous. Et puis, bah là, en plus, là où c'est chiant, c'est qu'en fait, t'en as, mais ils misaient sur toi, mais comme never, tu vois, et que tu n'as pas pu honorer à leur juste valeur parce que tu en avais d'autres sur le papier ou d'un point de vue financier ou quoi, ça va être plus intéressant. Tu vois, j'ai pas honte de le dire, tu vois, je l'assume parce qu'en fait, encore une fois, celui qui ne dit pas, c'est un menteur, ça nous est tous arrivé. Par contre, moi, maintenant, tu sais que voilà, je suis capé pour un certain nombre de clients, je suis organisé de manière à délivrer qualitativement un certain nombre de clients. Eh oui. Si il y a du slot pour toi, go, sinon, bah pas go, quoi, tu vois. Et comme tu dis, il faut savoir dire non. Savoir dire non, c'est important, ouais. Et respecter son business, se respecter aussi, avoir le. Respectez le business de ton partenaire parce que le monde est petit, tout se sait. Et si vous ne vous respectez pas vous-même, comment est-ce que vous pouvez respecter l'autre? Ah, ben c'est clair. Toi-même en respectant, en voulant pour l'autre ce qu'on veut pour soi. Ouais, c'est ça. Un peu de ce monde, de ces sociétés très individualistes. Ouais, c'est très individualiste. Et qu'on voit plus loin, quoi. Qu'on voit plus loin, plus long terme. Je suis d'accord. Et d'autant plus que, notamment dans les secteurs dans lesquels nous on est, où c'est ça se tire beaucoup dans les pattes, etc., etc. Ouais, alors pour le coup, le business c'est quelque chose d'assez individualiste, mais nous, le secteur dans lequel on est, ça l'est quand même beaucoup, enfin particulièrement, je trouve. Mais oui. Tu vois, domaine de performance. Mais même là, tu sais, on a piloté des challenges et j'ai parfois eu des retours d'expérience de closers j'ai un closer qui manage aujourd'hui, qui pilote un challenge en ce moment là même. Il pilote un challenge. Et je lui ai présenté certains profils lorsqu'il m'a monté son équipe. Et il m'a dit, cette personne-là, je suis désolé, j'en veux pas.
Je dis, très compétente, hein. Il me dit, ouais, mais j'en veux pas, parce qu'on a déjà été dans une équipe, et lorsque je lui ai demandé de l'aide, elle m'a tourné le dos. Hmm. Il me dit, je lui en veux pas, c'est le jeu, il y en a beaucoup qui sont comme Bah ça. oui, bah Je oui. prends pas perso, mais je veux pas de ça dans mon équipe. Ouais. J'étais gêné quand il m'a dit ça. Je dis, Bah, ah bien merde, je sûr. savais pas. Mais ouais. Donc même si c'est très égocentrique, le closing, c'est très individualiste, hein. Tu penses à ta commission. Tu Ouais, t'en fous pour beaucoup, ils ne savent même pas combien le lead coûte. ouais, Euh, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se considèrent comme un business dans le business et qui ne laissent hmm, pas de place au hasard et ouais, qui respectent ça et il y a ouais, cette équipe-là de travail. ouais, Et qui va durer. Et en fait, c'est même ces profils-là sont plus que des top closers. Ces profils-là peuvent aller chercher des postes de CEO dans la même boîte. bien sûr. Les Bien gars, sûr. ouvrez votre Ouvrez le scope. esprit, Ouais. retirez les œillères et ne vous fixez pas de limites. Bah, les meilleurs closers, et comme tu dis, en fait, c'est des profils intrapreneurs au final. Oui, C'est, exactement. tu vois, c'est. Et puis même eux, ils sont peut-être à même demain d'être chefs d'entreprise parce Ben qu'ils oui. ont vu tu sais, j'avais vu un podcast il n'y a pas longtemps où il y avait le gars dans le podcast qui disait il y a des boîtes qui sont sales driven et product driven. C'est-à-dire soit c'est monté avec une mentalité de sales, c'est chiffre, soit c'est monté par des techs, par exemple. Admettons, c'est une boîte de tech. Et les mecs, ils vont penser aux meilleurs produits du monde, mais ça va pas du tout se vendre ou quoi que ce soit. Et là où je pense que, moi, je crois beaucoup plus aux boîtes qui sont sales-driven parce qu'elles sont orientées croissance. Et le but d'une boîte, quand même, c'est de faire du chiffre de la croissance. Et là où je trouve qu'en fait, quand tu te formes à la vente, au closing, comme toi t'enseignes, etc., tu enseignes une compétence où il faut enlever la barrière du juste je suis un closer. Limite, Bien c'est sûr. la première étape de ton game si tu es quelqu'un d'ambitieux, le closing. Déjà, c'est une grosse étape où si tu es dans les top 1%, déjà tu es un tueur. Mais tu peux aller encore plus loin parce que quand tu développes la notion d'ingénierie commerciale, la posture, etc., tu vas pouvoir te rendre compte que cette compétence, ton savoir-être et ton savoir-faire, ça ne va pas juste être d'honorer des visios et de les closer. Tu vas pouvoir aller chercher beaucoup plus de levier en fait dans ta, dans ta croissance, Ben, tu vois. il y en a qui finissent après dans l'équipe de coaching, hein. Et Bah peu voilà. importe ce monde, hein, je te parle même de programme dev perso. Tu en as Ouais, appris qui sont formés. ouais, Nous, on a un de nos clients qui est là-dedans, qui est dans le dev perso, et il y a des closers qui passent en bien coaching. sûr. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Ils comprennent parfaitement l'avatar. Bien sûr, bien sûr. Personne ne comprend mieux qu'eux. Ouais, Donc, c'est ça. il y a une logique, il y a une cohérence. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je pense que ouais, le fondamental, le point de base pour performer et tout, c'est de maîtriser les leviers que tu enseignes. J'enseigne également, c'est voilà, la vente, le closing, la posture, la questionnologie, le rationnel. Puis en vrai, ça te sert dans tous les aspects de la vie, hein. C'est pas que juste pour honorer des visuels et gagner des coms, hein. C'est partout. Exact. Donc, Exact. Ça reflète la personnalité, en fait. c'est Il y en ça, a c'est qui ça. sont peur Ouais, de c'est ça. réellement. Et puis, un bon manager, c'est aussi un bon closer. Il faut qu'il close sur les idées et la vision qu'il va transmettre à ses équipes. Et un entrepreneur, c'est un bon closer aussi. Tout le monde close, en fait, au final. Tout le monde close. C'est vrai qu'on ne s'est pas étalé sur ce rôle de manager, head of sales, mais ce sera peut-être pour une autre fois parce qu'il y a tellement à dire aussi à ce Ouais, il y a sujet. tellement à dire. Ça fait déjà 1 heure et demie quand même qu'on est en live, Ouais, hein. justement, en parlant de ça, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour conclure sur cette séance avant qu'on se quitte? Parce que là, on a passé quand même, oui, ça fait quoi? 1 heure et demie. Oui, ouais. Ouais, 1 heure et demie, ouais. Un petit mot sur une thématique en particulier ou peu importe. Non, non, par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, quel est le conseil que tu aimerais donner? Sur quoi est-ce que tu aimerais qu'on boucle cette séance aujourd'hui? Vu qu'on est issu du milieu de la vente, je vais avoir un petit mot de la fin sur, sur des gens qui souhaitent justement se former au closing, etc. Et probablement ton audience qui te suit. Mon mot de la fin, c'est devenez en fait un meilleur humain pour être un meilleur closer, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire apprenez à développer tout ce qui va constituer votre savoir-être, vos valeurs, votre relationnel, votre posture, votre manière de parler, votre paraverbal, etc. Associez ça à des skills concrets, de la questionnologie, des méthodes, etc., etc. Et une fois que vous avez compris ça, les portes elles vont s'ouvrir avec le closing, c'est que la première étape de la carrière, entre guillemets, quoi. Et puis après, ce qu'on se disait sur la fin, bien d'autres portes peuvent se débloquer à ceux qui s'en donnent la peine, et surtout ceux qui le souhaitent, hein, parce que pas tout le monde le veut, hein. Mais, et que quand tu as compris ça, que tu as fait ça,
sois aligné, trouve ton cheminement. Voilà, parce que ça, c'est aussi un point important et c'est sous-coté. Bah, écoute, merci à toi pour ce temps. C'était un Merci à toi. plaisir. Et Plaisir partagé, une belle rencontre à travers une expérience, une belle expérience qu'on a pu partager ensemble. carrément. Et donc voilà, j'espère que ce contenu va, va inspirer beaucoup de personnes ou va amener à de la conscience. C'est toujours mon intention que je pose à travers ce genre de contenu, c'est d'amener toujours plus de conscience. C'est pas qu'on nous Ouais, prenne mot à mot, mais qu'on enregistre ce qu'on dit, qu'on aille faire des recherches, qu'on ait se poser des questions. ouais. Qu'on ne Donc, consomme pas l'information. exactement. Merci à toi, Alexandre. Je te Merci à souhaite toi, une Thomas. bonne après-midi. Je sais que tu es débordé, c'est la Ouais. donc merci d'avoir été présent. Avec grand Et plaisir. merci pour ce temps-là et ce partage. Ça À marche, pas très de vite. souci. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Salut. Ciao.